Dans le nord du Tibet, à une altitude moyenne de 5000 mètres, se trouve la plus haute lande du monde. Pour les antilopes du Tibet, maîtres du plateau, le plateau Qinghai Tibet, dont l'altitude dépasse 4000 mètres, est leur seul habitat. Sur cette vaste terre, au plus près du ciel, la teneur en oxygène n'est que de la moitié de celle du reste du pays. Les traces des hommes n'apparaissent que sur les frontières de cette terre sauvage. Il existe cependant 21 sortes de mammifères et 65 sortes d'oiseaux. La mort est toujours accompagnée de la naissance. Comme la cruauté est doublée par la tendresse. Les plus belles fleurs s'épanouissent dans la terre la plus rigoureuse. La vie tenace reste dynamique sur la terre où l'air se raréfie. Là, des scènes émouvantes se répètent tous les jours. Voilà le plateau du Tibet du Nord, paradis des animaux sauvages. En hiver, la température peut baisser brutalement, jusqu'à moins 30 degrés. À ce moment-là, le plus difficile pour les animaux du plateau, l'antilope du Tibet y comprise, c'est de trouver de l'eau. La neige et la glace leur fournissent de l'eau potable. Dans cette saison glacée, la source d'eau est recherchée par tous les animaux. Elle apporte à la fois de la vitalité et du danger. Des intrus arrivent. Le loup s'approche des antilopes du Tibet, dont les femelles, avec une taille relativement plus petite, sont la cible principale des prédateurs de la lande. Des antilopes mâles apparaissent à temps, ce qui attire l'attention des loups. Leur vitesse peut atteindre 100 km à l'heure. Aucun prédateur ne peut les rattraper. Les antilopes mâles ne rejoignent les femelles qu'en décembre, où il fait le plus froid de l'année. Ils deviennent alors le chef du groupe. Ils rassemblent le plus de femelles possible, d'autant qu'ils sont en rut. À force d'efforts, les antilopes mâles utilisent toute leur énergie, accumulée au cours de l'année, à ce moment précis. La scène la plus passionnante se passe dans la saison la plus froide.
Sur la lande hivernale, les antilopes mâles établissent leur grand harem. Cependant, la reproduction signifie toujours la concurrence et des adversaires très forts. Le poids des antilopes mâles adultes peut atteindre 40 kg. Leurs cornes mesurent 50 cm de long. Avec ces pointes, elles sont une arme fatale. C'est une lutte pour l'honneur et le pouvoir. C'est une épreuve de vie. Le vainqueur obtiendra tout. Aucune antilope n'ose la prendre à la légère. Et chacune y a fait tout son possible. Chaque année, un grand nombre d'antilopes mâles meurent au cours de duels. Les gènes des vainqueurs sont ainsi transmis aux nouveau-nés. Il y avait plus d'1 million d'antilopes du Tibet qui vivaient sur le plateau du Tibet du Nord. Elles sont l'être le plus tenace et le plus fort de toute cette terre rigoureuse. Dans la région dont l'altitude est la plus basse en Chine, le vent sableux et le soleil brûlant occupent une place prédominante. C'est le nord-ouest de la Chine, là où il y a le plus grand désert de Chine, dont 80% de la superficie est occupée par des dunes de sable meuble et qui s'apprêtent à tout moment à avancer. Le vent apporte du sable et la colline ainsi constituée peut dépasser 500 mètres de haut. En été, la température de la surface peut atteindre 80 degrés et la canicule peut arracher tout dynamisme. Les petits êtres vivants du désert souffrent de cette période la plus difficile. Au coucher du soleil, la chaleur se dissipe soudain et deviennent à nouveau actifs. Le Teratosincus robowinski, parent proche du gecko, est une espèce endémique de la dépression du Turfan. Il est l'assassin nocturne du désert. Le désert est un océan de mort. La dépression de Turfan est l'endroit le plus sec de Chine, avec des précipitations annuelles de 10 mm. Cependant, l'évaporation y est 100 fois plus élevée que les précipitations. Dans cet océan sans eau, le Teratosincus robowinski a le coup pour trouver de l'eau.
Avant le lever du soleil, c'est le moment où la température est la plus basse pendant la journée. La vapeur se condense en eau sur les plantes. Les gouttes de rosée sont la source du Teratosynchroski. La terre sèche n'est pas une zone interdite à la vie. Dans un océan de sable se dispersent des plantes et les oasis constituent le ravitaillement de vie dans cet océan de mort. Nous allons traverser la Chine du Nord-Ouest, à son extrémité sud, pour accomplir un voyage du désert jusqu'à la mer. La mer méridionale, mer tropicale entre 4 et 20 degrés de latitude nord, est la mer la plus profonde et la plus vaste de Chine. Et sa superficie est 2 fois plus grande que celle du Xinjiang. Sous l'azur illimité se cache un autre monde mystérieux et complexe. Avec une température moyenne de 28 degrés, la mer méridionale est le foyer des organismes marins tropicaux. Là vivent plus de 1500 sortes de poissons et plus de 250 sortes de mollusques. L'endroit qu'ils aiment le plus est le jardin de la mer, les récifs coralliens. Le corail est l'être le plus coloré de la mer. La plupart des coraux néritiques tropicaux vivent sous l'eau à 40 mètres de profondeur. Ils ont des formes variées. Les récifs coralliens sont non seulement la forêt où se logent les petits poissons, mais aussi le terrain de chasse et le centre de ravitaillement pour tous les autres animaux marins. Comme Selva au fond de la mer, les récifs coralliens règlent et assurent l'écosystème marin. Par un soir d'avril, un groupe de scientifiques embarque. Ils se sont déjà préparés depuis 1 an. Maintenant, c'est leur seule chance de l'année. Ils vont plonger au fond de la mer pour déchiffrer le secret de la reproduction du corail. L'action doit être bien organisée. Chaque petite négligence aboutirait à une catastrophe. La plongée sous-marine de nuit représente un risque important en raison des courants. Si un plongeur est emmené par le courant marin, il sera difficile de le situer et celui-ci sera exposé à un risque de mort. L'océan est loin d'être calme. À la surface, où l'océan est profond, l'eau coule avec dynamisme. Les courants marins fournissent sans cesse de la nutrition et de la chaleur, mais ils ne s'arrêtent pas de provoquer des problèmes pour le plongeur. Mais on est obligé d'accomplir cette plongée de nuit. Les coraux n'émettent des spermatozoïdes et des ovules que la nuit, et 1 fois par an.
Les scientifiques prennent le risque de plonger dans la nuit dans l'espoir de recueillir des spécimens de coraux en train de frayer, pour les protéger et les étudier. C'est un coup décisif. Les coraux sont exigeants pour les conditions de frai. Un petit changement d'environnement entraînerait une modification de l'heure de frayer. Le lever de la Lune exerce une influence sur les marées. À ce moment-là, l'eau marine atteint 26 degrés, la meilleure température pour le frai. Ceux qui sentent le plus tôt le changement sont les habitants des récifs coralliens. C'est une pulsation collective des êtres vivants sous-marins. Les frais coralliens garantissent l'occasion de reproduction avec leur grande quantité. C'est un régal et un carnaval silencieux. Les scientifiques ont enfin obtenu le frai corallien tant attendu. D'un frai corallien à un récif de corail, d'un récif corallien à la mer, les experts s'efforcent d'explorer ce royaume bleu. Dès lors, la reproduction des coraux et la restauration des récifs coralliens connaîtront de nouvelles percées scientifiques, d'autant plus que les hommes vont faire de plus en plus de recherches sur cet océan mystérieux. Cinq ans de production pénible, la force de la nature, montrer une Chine de beauté qu'on n'a jamais vue. Le printemps n'arrive sur le plateau du Tibet du Nord qu'en juin. La neige s'est transformée en rivière. Dans cet endroit où l'altitude est la plus haute du monde,
La superficie totale des lacs représente 25% de celle du pays. D'ici, l'eau coule vers les entourages bas et un nombre de grands fleuves asiatiques y prennent leur source. La chaleur du soleil a rétabli les forces du roc lézard et a réveillé en même temps les animaux hibernants qui dorment depuis 6 mois dans la grotte. La marmotte Bobak ayant terminé sa vie souterraine de 6 mois, le plateau est rempli de plantes vertes et d'odeurs de nourriture. Maintenant, nul ne peut l'empêcher de se dégourdir les jambes, de rendre visite aux amis et de s'amuser. Grâce à l'alerte de leurs compagnons, les marmottes Bobak s'aperçoivent soudain du danger. Il y a en général 2 ou 3 sorties dans leur palais souterrain. Il est ainsi difficile de les attraper ou de les tuer, une fois qu'ils s'y abritent. Les traces exposées, le renard commun n'a plus qu'à rentrer avec déception. À la fin du mois de juin, après avoir parcouru des centaines de kilomètres, les antilopes femelles parviennent enfin au sud de la cordillère de Kunlun, où elles donnent naissance aux petits. C'est une migration magique. Pour arriver à destination, elles doivent surmonter bien des difficultés, telles que la pénurie d'aliments, la distance géographique, la maladie et les insectes venimeux. La raison de cette migration reste un secret, que l'homme n'arrive toujours pas à décrypter, encore aujourd'hui. Fatiguées, les antilopes femelles peuvent s'y reposer un instant. Alors, elles sont déjà en gestation depuis 10 mois et sur le point de mettre bas. Néanmoins, ce n'est pas le sanctuaire qui peut garantir leur sécurité. En suivant les pas des migrants, les prédateurs y arrivent également. L'ours du Tibet est le plus grand prédateur sur le plateau Tsingrai Tibet. Il est un opportuniste pentagruélique qui ne manque jamais une occasion de manger. L'ours du Tibet attend l'occasion là où l'antilope femelle va mettre bas. Dans la prairie à perte de vue, les femelles en couche se donnent beaucoup de peine pour cacher leurs rejetons. Sur le plateau, le temps est en constante évolution. Une petite antilope voit le jour sous la pluie.
La lande est tellement plate qu'il est difficile de se cacher. La petite antilope blottit spontanément sur la pelouse pour échapper à son prédateur. Mais la menace existe toujours. La mère va s'éloigner du nouveau-né de crainte que celui-ci ne soit découvert. Dès la naissance, la petite antilope est obligée de relever seule le défi de l'existence. Elle doit apprendre à rester debout et marcher une demi-heure. Ainsi, elle pourra retrouver sa mère et rejoindre le troupeau. Sinon, elle deviendra un régal pour le prédateur. La petite antilope, qui vient de faire ses premiers pas, va se lancer dans un voyage de 500 km avec sa mère pour rentrer à la maison.